Bonjour et bienvenue dans C'était mieux dans le livre, un podcast où on parle de cinéma. Aujourd'hui, on va parler de Astérix et le domaine des dieux, BD de René Goscinny et Albert Uderzo de 48 pages, sorti en 1971, et adapté au cinéma par Louis Clichy et Alexandre Astier en 2014 en film d'animation de 85 minutes. Je suis Siméon et aujourd'hui je suis avec Maëlo pour en parler. Salut Maëlo. Salut! On va directement rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi ton rapport avec Astérix? Quelle est ta relation avec ce film et cette BD? Bah déjà Astérix, mon kink hein, de ouf. Je le kiffe. Je le ship avec moi. C'est les moustaches ou c'est le casque? Ah, c'est les moustaches, clairement. Mais du coup, il y a beaucoup de Gaulois qui m'intéressent. Mon rapport avec Astérix, j'ai beaucoup lu les BD étant plus jeune. J'ai vu beaucoup les films d'animation aussi, avec la voix de Roger... comment il s'appelle? Karel? Roger Carrel. Le Domaine des Dieux, c'est pas une BD que j'avais lue, je crois, ou alors j'ai dû la lire il y a longtemps. Globalement, elle m'avait pas marqué, ça c'est sûr. M'avait pas plus marqué que ça. Et le film, je ne l'avais jamais vu. Et donc j'ai d'abord lu la BD et ensuite j'ai vu le film. Ok. Ça, c'est ouf que t'avais jamais vu le film? Ok. Bon, pardon, Ouais, je juge. ouais, grave. T'avais jamais vu Twilight, hein, donc. Ouais, bah écoute, on a tous des défauts. Et le mien était plutôt une qualité. Pour ma part, c'est un film que j'avais déjà vu, c'est une BD que j'avais déjà vue. Moi, je suis assez fan de Kaamelott, hein, je suis donc tout ce qui est Alexandre Astier, globalement, ce qu'il fait, en règle générale, j'aime bien. Moi, j'avoue que ça faisait très longtemps que j'avais pas lu d'Astérix. Genre, c'est vraiment la lecture que j'avais quand j'étais enfant, quand j'étais gamin, avec les Lucky Luke, les trucs comme ça. Ça a jamais été ma BD préférée, j'ai jamais été très très fan. Mais quand j'avais vu ce film, je l'avais trouvé plutôt pas mal. Là, j'ai commencé par revoir le film parce que j'ai un peu galéré à trouver la BD. Je trouvais que c'était plutôt sympa. La BD, j'ai eu beaucoup de mal par contre. Je sais pas ce que t'as pu en penser, mais je trouve que c'est un peu mal vieilli. Que ça Ouais. soit les dessins, que ça soit même l'histoire. Et ça Oui, m'a c'est un clair peu. que de Bon. toute façon, même en termes de représentation, bah déjà, représentation Ah, de tous les personnages racisés, y a un gros ouais. problème, quoi. En plus, en pleine période où on parle de Spirou, du nouveau Spirou qui est sorti, je sais pas si t'as suivi. Alors, c'est pas un nouveau, c'est un vieux, mais ouais. Le nouveau Spirou? Il date de 2020. Ouais, il date de Oui, c'est vrai. 2023. Oui, c'est Mais ouais, vrai. ouais. Oui, enfin, on est en 2024. J'estime qu'un an, c'est Oui, encore oui, c'est récent. c'est vrai. Il y a un gros problème dans la BD franco-belge sur la représentation des personnes noires et en tout cas non blanches, quoi. Et des femmes aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, du coup, ça va peut-être être un peu évident, mais je vais quand même te poser la question. T'as préféré le film ou la BD? Bah, j'ai préféré le film, hein, bien sûr. Mais je pense aussi parce que, comme tu l'as dit, la BD, elle a mal vieilli. Et après, moi, j'ai des souvenirs d'Astérix qui étaient un peu plus agréables que ça en BD. Mais bon, après, j'étais jeune. C'est vrai que c'est rare de regarder Astérix. Et c'est peut-être ça aussi le problème, parce qu'il y a d'autres BD qu'on peut relire, genre les Tuniques Bleues, moi je peux tout à fait les relire aujourd'hui. Je pense que j'aurais pas le même problème, mais bref. Ouais. Bon, moi je suis comme toi, hein, j'ai quand même sacrément préféré le film. Pas seulement à cause des problèmes d'interprétation, je trouve qu'il est objectivement mieux sur plein de sujets. Mais Ouais. on va y revenir. Et du coup, Maëlo, je te propose de commencer par résumer la BD. Eh bien, Astérix et le domaine des dieux, la BD. On commence encore et toujours sur l'introduction sur notre village d'irréductibles gaulois. Et on va découvrir que finalement, César a construit une maquette de la Gaule et a un plan. On découvre son architecte Anglégus, car César veut construire un bâtiment qui s'appellera le domaine des dieux. Puisque comme il n'arrive pas à conquérir le village des Gaulois par la force, eh bien il va tenter de leur faire adopter naturellement le mode de vie romain et de faire venir Rome à eux. Donc quand on retrouve nos Gaulois Astérix et Obélix qui sont en train de faire une chasse aux sangliers, ils vont voir Anglégus en train de faire des mesures, puis ils vont comprendre petit à petit qu'il y a un chantier qui est en train de se passer, qui va venir perturber aussi le quotidien des Gaulois, puisque ça va littéralement perturber leur cycle de sommeil, puisque le coq du village va se réveiller en plein milieu de la nuit, complètement bouleverser le quotidien du village. Chaque matin, des arbres sont retrouvés déracinés par Anglégus et les légionnaires romains, qui vont être replantés par les Gaulois, nos amis les Gaulois. Seulement pour pouvoir préserver la santé des esclaves, les Gaulois vont finalement laisser le chantier se poursuivre. Le domaine des dieux est bien construit, des Romains commencent à y habiter, venant même à faire leurs courses au sein du village.
ce qui va provoquer une augmentation des prix, c'est l'inflation, mon Voilà. pauvre ami. C'est le Covid. C'est à cause des romans Oui, depuis le c'est ça. début. Rien ne va plus. La discorde est dans le village, les gens sont d'accord ou non sur le fait sur s'il faut faire fuir ou non les Romains. C'est la zizanie, en quelque sorte, on pourrait dire. C'est la zizanie, mais non, c'est pas la bonne BD. Ah zut. C'est pas le... Par un ingénieux stratagème d'Astérix, ils arrivent à déloger un couple de Romains pour y loger à la place Assurancetorix, qui, par sa douce voix, va faire fuir tous les Romains. Pour éviter que le domaine des dieux soit complètement inhabité, Anglégus, l'architecte, va y loger toute la garnison romaine, et donc Assurancetorix étant chassé par les légionnaires, cela est trop pour le village gaulois qui va attaquer le domaine des dieux, le détruire, et grâce aux graines magiques de Panoramix, faire planter de nouveaux arbres sur le domaine qui ne sera plus que ruine. Et et la BD se termine sur le banquet rituel des fins de BD Astérix. Très bien, merci beaucoup, c'était très, très précis. Si on s'intéresse maintenant au film pour pouvoir comparer, le début commence à peu près de manière similaire, c'est-à-dire qu'on est on est à Rome, chez César lui-même, qui nous fait un grand discours devant des sénateurs qui sont un peu perdus, en nous parlant du venin du serpent et de la griffe impériale, bien sûr, pour expliquer donc tout ce plan qui consiste donc à construire. Alors là, c'est pas un bâtiment, c'est vraiment toute une cité qui est censée entourer le village gaulois. Et moi, ça m'a beaucoup fait rire parce qu'on retrouve vraiment l'idée d'adaptation, parce que le début, en fait, c'est quasiment les mêmes cases que la BD, mais on a ce jeu avec le titre, je sais pas si tu te souviens, mais en fait, les sénateurs et César cherchent un nom à donner à cette nouvelle cité, et il y a un sénateur qui propose le domaine des dieux, il y a le titre qui apparaît en grand, le domaine des dieux, et puis on revient sur César qui dit « Oh, je suis pas sûr, je sais pas ». Et puis finalement, il dit « Oh oui, ça va, ça ira très bien », et du coup, le titre réapparaît. Et ça nous redit « Ah, le domaine des dieux ». Et ça j'ai beaucoup aimé, parce que je trouve que c'est un truc que ça marche très bien en film. En BD, ça marcherait beaucoup moins bien. Et donc là, on est dans une bonne adaptation où on s'adapte aux médias. Tout à fait, c'est vrai. On a aussi un nouveau personnage à ce moment-là. C'est vrai, on a le sénateur. Alors, j'ai pas noté son nom. Je sais pas si tu l'as. C'est Prospectus. Il est doublé par Alain Chabat. C'est Alain Chabat ? Putain, je l'ai pas reconnu. Bah oui. C'est un Prospectus qui est un sénateur romain un peu vicelard. Oui. Il se distingue des autres parce que lui, il est un peu plus intelligent et il est capable de suivre une conversation. Ce que les autres ne sont pas capables de faire. Oui, et puis il est gros, donc il est méchant. Et il a un gros nez. Après, Obélix, c'est aussi gros. Non. Mais bref. Oui, mais il est gros et stupide. Mais on va y revenir. On est sur le même début, cette idée qu'il faut construire le domaine des dieux, et le plan d'après, c'est les Gaulois qui vont chasser le sanglier dans la forêt, avec idée fixe. Alors ils se disputent un peu pour le sanglier, c'est anecdotique. Surtout, en effet, ils vont croiser Anglégus, qui commence à prendre ses mesures, et à s'installer des piquets dans la forêt. Là, j'ai eu très peur, parce que j'ai vraiment eu l'impression de revoir tous les Astérix que j'ai vus jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les mêmes blagues, avec les Romains qui essaient de s'opposer aux Gaulois, qui se prennent une baffe, qui se mettent à voler, et Obélix qui dit « Ah, ils volent bien quand même, les Romains ». Ah oui, mais je me suis dit, mais j'ai déjà entendu ça quelque part. Je pense dans tous les films Astérix, il y a cette blague, et j'ai eu très peur que ce soit toujours la même chose. Ça va un petit peu évoluer après, donc j'ai été rassuré par la suite, mais ça commençait mal, on va dire. Et donc on a cette première partie où en fait tout l'enjeu consiste à l'opposition entre les Romains qui veulent construire leur cité, quitte à faire mourir les esclaves, et les Gaulois qui, évidemment, veulent les empêcher de raser la forêt, mais qui veulle aussi s'assurer que les esclaves ne soient pas trop maltraités. Ouais. Et d'ailleurs, là, moi, j'ai noté bravo le montage, parce que je trouve que le film fait quelque chose de mieux par rapport à la BD. Enfin, le découpage par case dans la BD incite à comprendre que tu as une alternance entre l'opposition des Romains la nuit qui vont déraciner les arbres, les Gaulois le jour, tout ça. Ouais. Mais du coup, là, au niveau du montage, on a un truc hyper efficace où on revoit exactement les mêmes actions de coup de fouet, arbre qui tombe, arbre planté, et il y a un enchaînement comme ça où tu comprends que du temps a passé, et je trouve ça beaucoup plus drôle, beaucoup plus dynamique. Et aussi, c'est grâce aux médias du film qui veut ça, mais du coup, je trouvais ça très réussi. Et je trouvais que ça reprenait vraiment l'intention de la BD, qui était cette idée de cumulation et de lutte constante au fil des jours, quoi. Du coup, cette opposition entre d'un côté donc les Gaulois qui plantent des arbres avec les graines magiques, les Romains qui les arrachent, et cette opposition, elle est résolue comment ? Elle est résolue par une idée de Panoramix,
qui est de donner de la potion magique aux esclaves dans l'objectif de leur permettre de se libérer. Et donc, on a une scène où on voit Astérix et Obélix qui se rendent chez les esclaves. Alors, ils tabassent quelques Romains au passage parce que faut faire bonne mesure. Et il tabasse tout le camp hein, dans le film. C'est la différence dans la BD, c'est juste ils sont un peu discrets, ils vont voir juste les esclaves et ils tabassent 2-3 personnes. Et là, c'est ils maravent tout le monde. Vraiment, zéro discrétion. En termes de subtilité, c'est nul. Ah ouais? Ah ok, je m'en souvenais plus. Ah mais oui. Ok. Et bah du coup, ok, ils maravent tout le monde. Mais en même temps, ils ont pas besoin. Enfin, le film n'a pas besoin d'être subtil à ce moment-là. Enfin, genre, c'est vrai que c'était pas. Puis je pense que les réalisateurs étaient quand même très fans de faire voler des Romains parce qu'ils vont vraiment le faire à peu près tout le temps. Donc peut-être qu'ils ils ont vu une opportunité, ils l'ont saisi. Et là, on a une première rencontre entre du coup Astérix Obélix et Duplicata, donc qui est un chef numide des esclaves. Ouais. Qui n'a pas été beaucoup mieux représenté. Non, voilà, qui est un personnage gênant. Pour deux raisons. Pour moi, la première raison pour laquelle il est gênant, c'est qu'en fait, alors là, on dit que c'est le chef des esclaves. En fait, c'est tous les esclaves. Parce que globalement, les autres esclaves, on n'en parlera jamais. Oui. Là où dans la BD, c'est un peu différent. Dans la BD, on comprend que les esclaves, c'est en fait un conglomérat de différents peuples. On nous dit qu'il y a les Numides, mais on nous dit qu'il y a aussi des Espagnols, des Portugais, etc. Et du coup, le personnage africain qui nous est présenté sous des traits assez proches de ceux d'un singe, hein, c'est un petit peu moins gênant parce qu'ils sont tous un petit peu caricaturés. Ça reste gênant, mais raciste, dans le film, c'est quand même... oui, t'as raison. Non, t'as complètement raison, il est raciste. Dans le film, c'est moins le cas. Dans le film, on n'a qu'un seul esclave, c'est Duplicata, et c'est un humide, donc c'est un personnage... D'ailleurs, c'est le seul personnage de couleur noire. Et qui est quand même doublé par Laurent Lafitte. Qui désolé, mais Laurent Lafitte, il est clairement pas noir. C'est vrai. Bon, il se rattrape un petit peu sur le personnage lui-même qui n'est pas non plus complètement stupide, qui est plutôt intelligent. Quand il croise Astérix Obélix, il essaie de rentrer dans une discussion philosophique, c'est un peu rigolo parce qu'on voit que les Gaulois ils sont pas trop là pour ça. Oui, ça c'est un peu marrant et c'est un peu cool. Et puis le design du film est quand même pas tout à fait similaire à celui de la BD. Dans la BD c'est vraiment abusé. Dans le film c'est un peu plus adouci. Ça les excuse pas, mais c'est déjà ça. Mais voilà. Oui, c'est clair. Ils ont fait un peu moins pire, on va dire. Je pense qu'ils auraient pu profiter du fait que ce soit une adaptation pour essayer de s'éloigner encore un peu plus du cliché, mais bon. Ouais. On ne relève pas un énorme effort, quoi. Et en vrai, c'est un truc qui m'a assez vite gêné. Parce que, en relisant la BD, je trouve que tout l'humour d'Astérix repose sur les clichés. Pendant tout l'humour, on joue un peu avec les clichés, les caricatures. Et du coup, quand il y a un cliché qui est présent et qui n'est pas relevé, on a l'impression qu'en fait, il n'est pas connu. Et c'est là où ça devient vraiment problématique, quoi. Parce que là, on a parlé de racisme, on va aussi parler de sexisme. On a des personnages qui sont pas très intéressants chez les personnages féminins. Et à aucun moment on joue là-dessus, à aucun moment on a des blagues là-dessus. Et c'est un peu dommage, parce que du coup on a vraiment l'impression que le film est sexiste et qu'il ignore être sexiste. Par exemple, quand le film nous fait des blagues sur les Romains qui sont grévistes, moi ça peut me faire rire parce que c'est l'idée de la fonction publique qui travaille jamais, qui veut pas travailler, etc., qui réclame des choses absolument illogiques. C'est une caricature, mais c'est rigolo. Oui. Mais si vous me faites des personnages qui sont sexistes et que c'est jamais relevé, et que surtout on rigole avec les personnages et pas on rigole pas des personnages, ben en fait c'est le film qui est sexiste, c'est plus les personnages, quoi. Et là ça devient très problématique. Mais pardon, du coup on s'éloigne un petit peu du truc. Les esclaves obtiennent la potion magique, et alors là on pensait qu'ils allaient s'en servir pour s'échapper, finalement ils ont d'autres plans. Oui, ils en profitent pour plutôt négocier en fait leurs conditions d'esclaves. Et moi j'ai trouvé ça bien parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu plus clair dans le film quand même. Ouais. De pourquoi en fait ils en profitent pas. Dans la BD, il y a un petit côté oh ils sont pas très malins à ce moment-là. Mais du coup, je pense que la BD essaye de raconter ça et le film le fait un peu plus clairement sur le fait que en fait ils peuvent pas juste prendre la potion et s'enfuir parce que du coup ils seraient des esclaves en fuite et c'est pas une très bonne condition pour eux. Ils veulent plutôt en profiter pour obtenir une meilleure situation de travail et négocier leur affranchissement. Et du coup, je trouve ça chouette aussi que les personnages principaux essayent un peu en fait d'utiliser les esclaves pour dans leur propre intérêt. Et finalement, les esclaves sont quand même ont leur propre volonté et eux, ce qu'ils veulent, c'est négocier leur liberté. Et voilà, ça c'est quand même plutôt chouette. Ok, ils vont le faire grâce à l'aide des blancs qui les ont aidés et tout, mais en même temps, ils le font de leur propre initiative aussi. Voilà, exactement. Donc ils acceptent de construire et continuent la construction
à condition d'être libérés par la suite. Il y a un premier échec de la part des Gaulois. Ils ont voulu arrêter la construction, ça n'a pas fonctionné, les travaux continuent, et même continuent encore plus fort. Et d'ailleurs, on a ensuite une deuxième scène où les esclaves vont revenir voir les Gaulois, et où les esclaves expliquent toute leur situation Oui. et leur disent tout ça. Oui, parce qu'il y a enfin, je sais plus, dans le film, ils essayent encore de les empêcher de construire, parce que dans la BD, du coup, ils essayent d'interrompre le chantier, et du coup, c'est ça qui provoque le fait que les esclaves aillent les confronter en disant en fait, là, vous êtes en train de nous empêcher de devenir affranchis, et du coup, c'est pas bien, quoi. Et là, il y a un vrai dilemme moral. Et pour moi, tout ça n'est pas dans le film, en effet. Et ça, pour moi, c'était un peu le truc qui faisait que les esclaves étaient quand même pas si bêtes, et que du coup, ça mettait un vrai enjeu moral de en fait, là, on est en train de. Est-ce qu'on choisit entre notre forêt, notre liberté à nous, ou la liberté des autres. Et c'est intéressant. Ouais, complètement. Mais ça, c'est vrai que c'était un peu skippé dans le film, puisque dans le film, à partir du moment où ils ont la potion magique, moi j'ai l'impression que les travaux fonctionnent plutôt bien. Je crois que c'est comme ça que je m'en souviens, en tout cas. Oui. Et on n'a pas cette scène où, en effet, les esclaves viennent plaider leur cause devant les Gaulois pour que les travaux se fassent, quoi. Non, très vite, on a le domaine des dieux qui est construit, et en fait, même très vite habité. Très vite habité, et notamment, on va retourner à Rome pour une scène au Colisée, dans laquelle on nous présente une nouvelle famille. Alors, le nom de cette famille, c'est... Alors, le père est Petit Minus, le fils est Applejuice, et la femme, si jamais son prénom s'intéresse, parce que je crois qu'on le cite jamais, c'est Dalcia. Ah, je savais même pas qu'elle avait un prénom. Je pensais qu'elle avait pas de prénom, en fait. Bah, moi, j'ai trouvé son nom. Alors, pourquoi Dalcia, alors que tous les romans, normalement, ils finissent leur nom en us? C'est pas Dulcia? Parce que là, je vois qu'il y a Géraldine Nakache qui doit la doubler. Parce que c'est ça. Alors, moi, j'ai trouvé Dalcia, mais... Bon, bah écoute, on ne saura jamais, en fait. En tout cas, que ça soit Dalcia ou Dulcia, ça finit pas en us, quoi. Oui, c'est sûr. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Bon, admettons. Donc, c'est un petit couple, alors qui est présent dans la BD, mais qui est beaucoup moins important. Et dans le film, donc en fait, c'est un couple qui reçoit, au cours d'une grande loterie, un appartement au domaine des dieux. Ils sont pas très chauds pour y aller, mais on leur fait comprendre que c'est soit ça, soit les lions, donc ils décident d'y aller quand même. Et puis le film nous fait bien comprendre que les personnages féminins sont complètement stupides, puisqu'elle voit son mari qui va récupérer le truc, et elle est en mode « Oh, qu'est-ce qu'il est beau, ton père !» Alors que, enfin, genre vraiment, ça, pour le coup, c'est un truc dont la BD se passait très bien. Et j'ai pas compris pourquoi le film a fait Oui. ça. Mais bon. C'est vrai qu'on est dans une BD qui ne faisait pas parler les femmes, mais au moins elle disait pas de conneries. Un film qui fait parler les femmes, mais pour leur faire dire des choses pas très intéressantes. Donc ces Romains arrivent au domaine des dieux, accompagnés d'autres Romains, mais là, poum patatrac, l'administration est vraiment pas bonne chez César, puisque le numéro de loterie ne suffit pas pour tenir un logement au domaine des dieux. Avant ça, on découvre que les Romains, en fait, sont au domaine des dieux par un truc qui est différent de la BD, puisque c'est tout le village gaulois qui s'apprête à attaquer. Oui, Et en fait, il se retrouve tout le groupe de Gaulois féroces et plein de potions magiques qui se retrouvent face à un bébé. Et là, on comprend qu'en fait, le domaine des dieux a déjà été investi par les nouveaux Romains. Et c'est là où on va retrouver le couple de Dulcia, Petit Minus et Applejuice. ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant parce qu'on a cette vision de la part des Romains, quand ils voient arriver des farouches guerriers gaulois, ils se disent « Oh tiens, une animation pour nous faire patienter ». Oui, ils les prennent pas du tout au sérieux. Et je trouve que c'était un moyen assez malin de nous faire comprendre que dans la BD, on nous dit juste on peut pas taper sur les Romains parce que c'est des citoyens lambda, alors que là, c'est vraiment littéralement les Gaulois face à un bébé, et du coup, c'est évident, quoi. Il y a un truc de. En fait, c'est juste des familles. Ouais. Ils vont pas tabasser des familles, quoi. Donc Petit Minus, Dalcia et Applejuice vont au domaine des dieux, ils n'obtiennent pas de logement, malgré la promesse de César, comme quoi faut pas croire aux promesses. Et ils se font un petit peu recaler. Et donc là, tous les Gaulois rentrent au village un peu déçus de ne pas avoir cassé du Romain, et en fait, ils sont assez rapidement suivis par Petit Minus, Dalcia et Applejuice, qui font la rencontre d'Obélix, et Obélix leur propose de loger au village gaulois, puisqu'ils n'ont pas de logement au domaine des dieux. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Ah, carrément, je trouve que c'est une super idée, exploitation des personnages, et en plus, ça donne lieu à ma réplique préférée de Applejuice, qui dit à Obélix est-ce que je peux jouer avec le petit chien? Et Obélix qui arrive, enfin cette scène elle est trop bien, genre vraiment Obélix c'est énorme, qui fait trop peur, et qui dit bah oui bien sûr tu peux jouer avec le petit chien, et je dis oh ça a du baume à mon cœur. Mais j'aime beaucoup Obélix dans cette animation de toute façon, dans cette adaptation. Oui carrément. Et je trouve surtout que l'intérêt de cette scène, c'est qu'on est quand même dans une BD qui a un sous-texte immigrationniste assez intéressant, c'est-à-dire que enfin, on sait que Astérix et Obélix, c'est une BD qui est beaucoup instrumentalisée par l'extrême droite pour dire il faut qu'on se défende on défende notre culture face aux étrangers. La BD, elle est totalement là-dedans, où on comprend que tous les romans, il faut les chasser de Gaulle, quoi.
bah, le film, c'est un peu différent. Le film, on a des Romains, et en fait, Obélix, quand il voit des Romains qui sont à la rue, son premier réflexe, c'est d'aller les aider, de leur offrir un toit. Et donc ça, je trouve que c'est assez intéressant de voir que c'est pas comme dans la BD, c'est pas tous les Romains sont méchants, et tous les Romains ne sont pas des colonisateurs, quoi. Oui, et puis comme tu disais, dans la BD, le personnage de Petit Minus et Dulcia et Applejuice, enfin Applejuice déjà n'existe pas, et le couple de Romains, ils ne parlent quasiment jamais, on les voit qu'une seule fois pour un gag, en fait. Et là, du coup, le fait de les exploiter, bah, ça leur donne une existence, une personnalité, et en plus, le fait que ce soit Obélix qui les accueille, alors qu'Obélix, c'est quand même pas le dernier à être motivé pour aller taper du Romain, bah, ça veut dire quelque chose aussi, quoi. Ouais, complètement. Et en fait, cette arrivée de Romains, ça va créer un appel d'air au sein du village, puisque tout d'un coup, les Romains vont se mettre à devoir aller faire leurs courses au village gaulois, et ils vont se dire que les sesterces, les poissons dans un sesterce, c'est quand même beaucoup moins cher qu'à Rome, donc ça vaut le coup de venir. Et là, on a alors un peu un chaos qui se développe dans le village. Tout le monde veut profiter de l'effet d'aubaine, qui est ces nouveaux consommateurs. Tout le monde se met à vendre du poisson et des antiquités pour essayer d'obtenir sa part de sesterces. Et c'est un peu une transformation du village. Le plan de César, en quelque sorte, fonctionne, puisque la civilisation, le poison de la civilisation a atteint le village gaulois. Carrément. Carrément, je trouve que globalement, le film, il pousse assez bien cette thématique-là, en fait, du plan de César. Alors là, on est pour moi au deuxième échec des Gaulois. C'est-à-dire que le premier échec, c'était de faire cesser les travaux. Le deuxième échec, c'est tenter de faire fuir les Gaulois, les Romains. Mm. Puisque maintenant que les Romains sont là, le plan de Astérix, Obélix et Panoramix, qui sont en fait les seuls un petit peu à être encore opposés à la venue des Romains, ça va être d'essayer de les faire fuir. Notamment, alors, il y a un coup où ils vont faire tomber la pluie, il y a un coup où ils vont faire énormément de bruit avec un menhir à côté du domaine des dieux. Et en fait, rien n'y fait. Les Romains restent. Et là encore, je trouve que c'est assez intelligent, parce que pourquoi les Romains restent? Ils disent, oh bah oui, il pleut, mais ça peut pas être pire qu'à Rome. Et je trouve que c'est assez beau de se dire, bah en fait, ces Romains, s'ils sont venus là, c'est aussi parce que leur vie à Rome, elle est nulle, quoi. C'est-à-dire que ce sont des gens qui avaient une vie extrêmement difficile. Oui, c'est que... Alors, on comprend, c'est un film, c'est pour rigoler, donc on comprend que leur vie à Rome est sans doute pas si difficile. Mais dans le roman donné, c'est des gens qui ont une vie difficile à un endroit, qui s'enfuient pour avoir une vie meilleure quelque part autre, ou d'ailleurs, ils sont plutôt bénéfiques pour l'économie, etc. Et malgré tout, on a Astérix Obélix qui essaie de les faire fuir. Donc je trouve qu'il y a quand même un vrai sous-récit qui est intéressant. Après, bénéfique pour l'économie, enfin pour moi, le film, il parle aussi de gentrification. C'est quand même des bourgeois citadins qui se retrouvent en campagne et du coup qui vont faire monter les prix. Et du coup, le problème, c'est que pour les personnes qui habitent localement dans le village, comme Astérix qui habite là depuis longtemps, d'un coup, les prix augmentent. Alors que le pouvoir d'achat des Gaulois, il n'augmente pas. C'est le pouvoir d'achat des Romains qui sont arrivés, forcément, ils ont plus de moyens. Mais sauf que du coup, ça vient appauvrir les Gaulois qui sont déjà présents, quoi. Donc c'est ça aussi le conflit qu'il y a. Pour moi, ils sont en train de boboifier. En fait, c'est peut-être là un peu la limite de la métaphore, c'est qu'en fait, on sait pas trop qui c'est ces Romains, on sait pas trop si c'est des bobos ou si c'est des réfugiés. Parce que on comprend que ces Romains, ils ont plutôt de l'argent, mais on sait pas trop pourquoi, comment ça se fait, quoi. On sait pas trop si le domaine des dieux a été vendu comme étant une maison de luxe ou comme étant un HLM, quoi. Ah non, si, pour moi, c'est plus vendu. Pour moi, moi, dans mon ressenti, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est plutôt des bourgeois et que ils sont là, c'est des gens qui ont plutôt une vie de luxe, quoi, tu vois. Enfin, Oui, et qui non mais sont là pour profiter de la campagne. oui, t'as sans doute raison. C'est vrai que c'est plus comme ça que c'est vendu. Parce que, tu vois, il y a ce truc de, ils ont beaucoup d'objets de valeur, enfin, je sais pas, il y a un Oui, truc... ils viennent avec des chariots entiers d'objets, c'est vrai, t'as raison. Et puis en fait, ils travaillent jamais, Oui, c'est ça. globalement. Enfin, ils sont pas... Bon, ils passent leur Oui. temps à visiter l'endroit et on a l'impression qu'ils gagnent leur vie sans travailler. Bon, après, Astérix ne travaille pas non plus, mais bref, c'est un autre débat. Si, ils chassent le sanglier. En fait, le seul qui bosse, c'est Obélix. Hein, bah, c'est quand même... Non, qui sculpte des menhirs. C'est le poissonnier et le forgeron, quand même. C'est automatique, c'est l'autre, là. Ordre alphabétique. Obélix, il livre des menhirs. On sait pas à qui il les livre, mais il en livre. Je pense que c'est je pense que c'est une pyramide de Ponzi, le fonctionnement du business d'Obélix. Hein. Je pense que c'est genre... Ah oui, j'avais dit... C'est un métier fictif, c'est un emploi fictif. Ouais, je pense qu'il vend des menhirs et pour que les gens puissent revendre des menhirs, et voilà, quoi, c'est tout. Ouais, ok, je comprends. C'est un peu la spéculation avant l'heure, Astérix, Obélix. Ouais, ok. Donc, deuxième échec des Gaulois qui n'arrivent pas à faire fuir les Romains.
Et même pire que ça, donc on a les Gaulois qui commencent à apprécier les Romains. Alors au début, on a cette scène, moi qui me fait beaucoup rire aussi, où on a, alors je sais plus du tout son nom, le vieux Gaulois, qui dit si jamais un Romain me demande de l'aide, je l'aiderai, mais ça serait pas sincère, ou je sais plus exactement ce qu'il dit. Je dirais, Ce serait pas vraiment il dit, sincère. je dirais bonjour, mais ça serait pas vraiment sincère. Et C'est H. Canonix. H. Canonix, c'est ça. Et en fait, ça s'inverse complètement. C'est-à-dire qu'au début, ils sont en mode les Romains, on va les détester, on les détestera toujours. Et puis très rapidement, c'est les Romains, c'est quand même une bonne clientèle, et il faut les aider, quoi. Pendant qu'on a du coup ces plans d'Astérix et Panoramix qui s'enchaînent, où ils essayent de provoquer la pluie, de faire fuir les Romains, en parallèle, on a toujours Petit Minus et Dulcia qui essayent de récupérer leur appartement, et en fait on a des allers-retours comme ça où ils se croisent entre le domaine des dieux et village, l'un parce qu'ils essayent absolument de pouvoir y habiter, les autres parce qu'ils essayent absolument de faire fuir tout le monde, et voilà. Et il y a une petite routine qui s'installe comme ça. Bon, après moi je me suis quand même noté pourquoi c'est aussi compliqué cette histoire de dossier, quoi. Enfin genre le but des Romains c'est de faire loger des gens, pourquoi là d'un coup genre, C'est vrai. j'imagine que c'est une blague avec tout le côté administratif et tout, mais je te dis, mais pourquoi c'est si compliqué, quoi, c'est fou. C'est vrai que c'est complètement stupide, j'ai jamais pensé. Mais en fait, ils veulent faire vraiment venir des gens, et les gens qui veulent bien venir, ils refusent. Bon, c'est très bizarre. Ouais, c'est très bizarre. Ensuite, je pense qu'on a la scène où Astérix et Obélix n'arrivent plus à chasser le sanglier, puisque les Romains et les constructions ont fait fuir le sanglier, et donc ils sont obligés d'aller acheter un poisson. Alors ça, pour moi, c'est du génie. Astérix et Obélix qui achètent un poisson, c'est vraiment du jamais vu dans Astérix et Obélix. Donc j'étais vraiment choqué de cette scène, quoi. Et là, surprise, le poisson est à 7 sesterces, soit à peine plus cher qu'à Rome. Et évidemment, Astérix n'a pas le moyen d'acheter un poisson. Et en fait, c'est la scène où on commence à comprendre la perfidie du poison de la civilisation de César, quoi. C'est-à-dire que en fait, les Gaulois sont presque chassés de chez eux par, comme tu disais, par les bobos qui s'y installent. Et là, Astérix, moi, j'ai défini ça comme étant un pétage de câble, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît plus son village et décide de quitter le village. Et il va vivre chez les Romains, il va demander un logement à Anglégus, l'architecte, pour obtenir un logement au domaine des dieux avec Obélix et Panoramix. Scène que je comprends pas très bien, honnêtement. Y a pas Assurance Tourix aussi qui vient avec eux? Si, oui, c'est ça, Assurance Tourix vient avec eux, je crois. Parce qu'il veut faire un chant d'en revoir Astérix, et qu'on lui dit de pas le faire. Bon, comme d'habitude, quoi, globalement. Ouais. J'avoue que je comprends pas très bien cette scène, parce qu'on verra qu'en fait, Astérix n'a jamais vraiment abandonné le village. Donc en fait, on a l'impression qu'il va un peu faire un caca boudin, et qui s'en va en disant puisque c'est comme ça, je quitte le village. Mais en fait, Oui, il boude un peu, quoi. Ouais, c'est ça. C'est peut-être juste l'idée de faire le personnage, parce que c'est vrai que ça a toujours été un personnage un peu colérique. Mais je trouve que ça apporte pas grand-chose. Enfin, on comprend pas trop pourquoi tout d'un coup il change complètement d'avis. C'est peut-être aussi juste pour reprendre la BD qui avait la même idée. Hein. Dans la BD aussi, il va s'installer au domaine des dieux. Oui, mais je pense aussi que la grosse différence, c'est que dans la BD, il n'y a pas tellement de situations de grosse discorde dans le village, enfin, tu vois, ou sur le long terme. T'as un petit moment où ça s'embrouille, mais en fait, Ouais. t'as pas de vrai moment de tension narrative où on se dit, oulala, les gens ne vont pas s'en sortir. Dans la BD, tu te dis jamais que les Gaulois vont pas s'en sortir. Alors que là, il y a plusieurs moments où tu dis, ah ouais, dans le film, c'est chaud, quoi. Enfin, il y a des moments où c'est quand même très très tendu pour les Gaulois. Et en plus, là, du coup, je m'en souviens plus trop parce que il y a quand même un moment où c'est tous les autres qui vont aller vivre dans le domaine des dieux. Ouais, c'est juste après, ouais. Mais c'est pour ça que je dis qu'on comprend pas trop la logique. Ouais, c'est un peu bizarre. Ça, c'est quand même un peu bizarre. Mais peut-être que c'est parce qu'il nous manque un truc tous les deux, et parce qu'on l'a vu il y a longtemps. Mais en tout cas, voilà. Là, en effet, il s'installe au domaine des dieux, et il décide de tenter le tout pour le tout et de faire chanter Assurance Tourix pour faire fuir les Romains. Et le plan est sur le point de fonctionner, quand, en effet, tous les autres Gaulois arrivent, lancent un poisson qui est évidemment l'arme fatale contre Assurance Tourix, pour faire taire le barde, et indiquent qu'ils viennent aussi s'installer au domaine des dieux, et donc ils font échouer le plan d'Astérix et Obélix. Il se la joue un peu, c'est pas toi qui nous quitte, c'est nous qui te quittons, quoi. Voilà, mais du coup, ils se retrouvent au même endroit, au domaine des dieux. Ouais. Donc, sauf on que du comprend coup, pas trop. Astérix rentre chez lui. Ouais, non. Voilà, et du coup, Astérix rentre au village. On imagine qu'il rentre au village, puisque plus tard, il sera au village, en fait. Mais ça ne nous est jamais dit clairement dans le film. Ouais. Mais voilà, donc là, on a toute une séquence, encore une fois, un peu clip, où on voit les Gaulois qui s'habituent au fonctionnement de la civilisation romaine. Donc, ils vont au spa, et ils sont choqués parce que les gens se travaillent à poil. Ils vont visiter les... Ça, c'est très rigolo, ils vont visiter les spécialités culturelles locales. Ils vont visiter des menhirs. Ça m'a beaucoup fait rire, ça.
Oui, mais surtout, c'est chez eux, quoi. Enfin, genre, vraiment, ça veut dire qu'ils ont jamais. Oui, c'est ça. Mais surtout, je pense qu'ils font ça juste pour faire comme les Romains, quoi. Oui, Mais bah sauf que oui. eux, ils connaissent déjà, enfin, ça n'a pas de sens. Oui, t'as une scène assez marrante où ils sont. Il y a du théâtre et eux, vraiment, ils se font trop chier et tout le monde applaudit. Ouais, Du coup, ils font semblant d'applaudir et de kiffer. Enfin, voilà. c'est un peu triste. Hein. Ça tourne beaucoup autour d'Ordre Alphabetics et de Mimine. Mm. Bonne Mine, je crois que c'est son nom. Ouais, c'est Bonne Mine qui est jouée par Florence Foresti et d'ailleurs, je trouve qu'elle sauve un peu, les personnages féminins de ce film parce Ouais, que tout à fait. elle a de la gueule et puis Florence Foresti, moi, je l'aime beaucoup. Et puis, globalement, je pense que Bonne Mine, elle sauve un petit peu le personnage féminin, même dans Astérix Obélix, parce que c'est quand même une femme forte, elle répond pas aux critères de beauté habituels, Ouais, ouais, et c'est une elle est personnage très qui est cool, badass. globalement. Hein. Même si on la voit jamais se battre. Enfin, peut-être, j'en sais rien, en fait, peut-être que je dis de la merde. Si, je pense qu'on la voit, même là dans le film, on la voit prendre de la potion magique. Dans la BD, si, alors je sais pas, je voudrais pas dire de Ouais, bêtises. je sais pas. Je sais que dans la BD, il y en a une, il y a une BD où elle prend le bouclier du chef et elle se balade Ah au oui, bouclier du c'est chef. vrai, ça me dit un truc. Et là, ça commence un petit peu à être le début de la fin pour les Gaulois, puisque tous les Gaulois ont rejoint la civilisation, tous non. Une bande d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur, en la présence de Obélix, Astérix et Panoramix. Et pour les trois, ça va un peu mal tourner. Alors le premier qui tourne mal, c'est Obélix. On l'a pas dit, mais Dulcia et Petit Minus, ils se sont fait virer de chez eux, du coup, pour pouvoir loger Astérix et Assurance Tourix, quand ils sont arrivés. Du coup, ils sont eux aussi retournés au village gaulois. Voilà, c'est un peu... Obélix, il est avec Applejuice dans la forêt, ils chassent ensemble le sanglier, ils essaient de trouver le sanglier, ils n'en trouvent pas. Et du coup, Obélix va être affecté par une maladie qu'il n'a jamais connue jusqu'à présent, qui est la faim. On comprend que la faim a sur lui des effets saisissants, puisque ça l'endort, littéralement. En fait, il va mourir, hein. Enfin, genre, je pense que ça fait ça, hein, aux gens. Ouais, tu crois que c'est à ce point-là? Pour moi, c'est vraiment une torpeur, mais je pense pas qu'il soit mort, si, j'en sais rien. Le manque de sanglier fait qu'il tombe dans les pommes. Mm. Et Applejuice va essayer de partir à la chasse au sanglier tout seul, et il va croiser les Romains, qui se préparent à attaquer le camp gaulois. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé jusqu'à présent, mais on a encore toute une scène où les Romains négocient entre eux pour savoir comment attaquer sans se faire le moindre mal. Ce qui est assez rigolo, mais on y reviendra peut-être plus tard. Applejuice croise Panoramix, qui l'aide à se cacher, mais Panoramix et Applejuice sont tous les deux retrouvés et capturés par les Romains. Et c'est le début du dénouement, on est dans une situation qui semble catastrophique, puisque tous les Gaulois, ou presque, sont occupés à jouer les Romains. Obélix est endormi dans les caves du domaine des dieux, et Panoramix et Applejuice sont capturés dans une grande cage en haut du hall d'honneur du domaine des dieux. Donc il ne reste plus qu'Astérix pour garder le village. Parce que Dalcia et Petit Minus sont partis à la recherche d'Applejuice, et on comprend qu'ils sont globalement loin. La situation apparaît catastrophique, les Romains commencent à attaquer le camp gaulois, et Astérix va jouer son va-tout, il va faire semblant de boire de la potion magique. Oui, parce il a perdu sa gourde. Enfin, sa gourde a été percée. Ouais, sa gourde est percée, du coup, il va faire semblant de boire de la potion magique pour essayer d'intimider les Romains et retarder l'attaque du camp. Il va être rejoint par tous les autres Gaulois qui jouaient aux Romains, qui font eux aussi faire semblant. En fait, on comprend qu'ils étaient présents pour assister en tant que spectateurs à une attaque romaine, comme si c'était une attraction. Sauf que c'est leur village. Voilà, c'est ça, ils se rendent compte que c'est leur village, ils se rendent compte que c'est Astérix, leurs copains, etc. Donc ils vont aussi un petit peu faire semblant, on a toute une scène un peu rigolote, pendant qu'Astérix va essayer d'aller sauver Panoramix, en fait, et Applejuice. Bah, du coup, il y va avec Petit Minus, d'ailleurs. Alors il va être rejoint là-bas, en effet, par Petit Minus et Dalcia. La pire scène du film, sans doute, à ce moment-là. Putain. Qui est aussi la seule scène de Dalcia, mais... La seule fois où elle fait un truc un peu intéressant, et en fait, elle est hyper sexualisée, en mode, elle va détacher ses cheveux, donc ça va complètement perturber les hommes autour d'elle, dont un Romain qui était en train d'essayer de les arrêter, je crois. Et du coup, avec son épingle à cheveux, elle ouvre la porte, et voilà. Et t'es vraiment en mode, est-ce que c'était nécessaire? Non, vraiment pas. Non, là c'est vraiment une James Bond girl. Bref. Et quand on a ça, plus le fait que le personnage doit avoir 3 lignes de dialogue, bon... Ouais. Bref, moyen. Ils arrivent à sauver Panoramix et Applejuice. Ils montent dans les étages pour fabriquer la potion magique. Pendant ce temps, les Gaulois ont été repoussés et ils sont pris la fuite et ils se font un peu tous capturer en bas du domaine des dieux. Et c'est sur ces entrefaites qu'arrive César lui-même, qui vient assister à son triomphe. Sauf que César fait une erreur fatale, c'est qu'il va jeter toute la bouffe qui était prévue pour son banquet dans les caves du domaine des dieux, caves où se trouvait Obélix. Et alors là... Retournement de situation. Voilà, Astérix était à ses pieds et était déjà vaincu. Qu'est-ce qui sort du sol? Un monstre. Telles les marées des morts, c'est une main. Une main tenant un gros gigot de sanglier.
Et c'est Obélix qui sort de sol, qui va sauver le village gaulois, qui va sauver Panoramix, qui était lui aussi attaqué par les Romains, qui va distribuer la potion magique à tout le monde. Et globalement, vous connaissez Astérix Obélix, donc c'est globalement les Gaulois foutent la raclée à tous les Romains, et après on mange du sanglier, on est content. Et c'est la fête. Voilà, et c'est la fin du domaine des dieux. Et Petit Minus, Dulcia et Applejuice sont bien rentrés chez eux. Voilà, sont rentrés à Rome, ce qui est là aussi est assez critiquable. Moi j'aurais adoré qu'ils restent dans le village. Mais là, du coup, ça fait un peu les étrangers sont rentrés chez eux et tout va pour le mieux. Ouais, c'est un peu le problème du film en fait, je pense. Mais Ouais. on va y venir. On va y venir, puisque il est temps de discuter peut-être plus précisément de certaines scènes. Alors, est-ce que toi, tu as une scène ratée sur laquelle tu voudrais revenir? Pas forcément une scène ratée, je pense que pour moi c'est le traitement, on en a déjà parlé rapidement, pour moi c'est le traitement des personnages des esclaves qui m'a vraiment posé problème. Même si c'est très caricatural et on est d'accord que c'est raciste dans la BD, je trouve que les personnages sont encore un peu plus critiquables dans le film. Ouais. Parce qu'ils ont un petit côté où, ok, au début, on comprend assez clairement pourquoi ils veulent pas utiliser la potion magique pour s'enfuir et ils veulent gagner leur affranchissement. Ça, d'accord. Mais il y a un truc de, ils sont un peu manipulés par le blanc sénateur Prospectus qui leur fait dire, ok, si vous voulez être affranchis, très bien, mais du coup, vous nous rendez les appartements qu'on vous a promis parce que on vous les a promis quand vous étiez esclaves. Et du coup, là, hop, petite manipulation, et du coup, qui va faire dire aux esclaves, bah non, du coup, en fait, on préfère avoir nos appartements. Donc ils ne restent pas esclaves, mais en fait ils acceptent un poste. On comprend qu'ils vont être très maltraités et payés, mais du coup ils vont être très maltraités, donc l'équivalent d'être un esclave mais en étant rémunéré. Et même plus tard, pendant la bagarre, Astérix va voir Duplicata qui est en tenue de légionnaire, parce que en fait il a finalement préféré devenir un légionnaire plutôt que d'être un homme affranchi et libre, quoi. Et ça, moi, ça m'a mis vraiment mal à l'aise. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment Ok. pas nécessaire, parce que la BD, elle s'amusait pas avec ça. Je pense que si la BD, qui est déjà un peu raciste dans son traitement des personnages, elle allait pas sur ce terrain-là, je pense que c'était pas un terrain qui était à exploiter. Enfin, je sais pas trop ce que ça vient faire ici. Voilà. Alors, Genre, j'imagine que ça se veut être un gag et que ça pourrait être marrant, mais moi, j'ai pas trouvé ça très drôle. je vois. Moi, j'avoue que j'ai plutôt bien aimé ce côté-là, en fait. Je suis d'accord avec toi qu'il y a un problème sur le traitement de ces personnages et des esclaves en règle générale. Un problème clairement raciste, hein. En fait, pour moi, ce qui distingue les esclaves des Gaulois, c'est juste que les esclaves, ils acceptent le système, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont esclaves, et quand ils essaient de sortir de leur condition d'esclave, ils le font pas en quittant le système, ils le font en restant dans le système, en essayant d'être affranchis. Et en fait, ils jouent le jeu du système, et ça fonctionne pas. Et je trouve que ça, c'est un truc qui est assez rigolo à faire, et je trouve que c'est quand même un sous-texte politique assez intéressant que de dire le capitalisme, ça a des problèmes, et la seule façon de sortir du capitalisme, c'est pas de jouer le jeu du capitalisme, c'est d'inventer un nouveau système, quoi. Et donc le fait que en fait, ces esclaves, ils aient l'impression d'avoir progressé parce qu'ils sont passés de esclaves à affranchis, c'est-à-dire en fait à travailleurs, à légionnaires, bah, en fait c'est une progression qui est fictive parce que c'est une progression dans un système qui vous fait de vous des dominés face à des dominants, quoi. C'est vrai que j'avais pas vu ce point de vue-là, et c'est hyper intéressant. Après, je trouve que c'est dommage que ça passe par ces personnages-là, parce que du coup, pour moi, ça vient toucher à un truc de l'imaginaire de l'esclave qui est trop bête pour réussir à se libérer, tu vois. Pour moi, c'est un peu l'équivalent des elfes de maison dans Harry Potter qui, en fait, ils aiment bien être des esclaves, tu vois. Il y a un peu ce Ok. truc-là de- et du coup, qui, en termes de représentation, moi, ça m'embête. Mais je suis d'accord que sur le message qui vient raconter que c'est pas en jouant le jeu du système que, en fait, on se libère du système, je trouve ça hyper intéressant. Mais je pense que, tu vois, les Gaulois, ils sont un peu là-dedans, en fait, finalement. Et du coup, est-ce qu'il y aurait pas mieux valu le pousser avec les Gaulois en ayant, tu vois, peut-être des Gaulois qui deviennent presque légionnaires? Bon, après, ça marche pas. Mais Oui, non, bon, mais si, on aurait pu imaginer que les Gaulois comprennent que quand ils sont passés un peu du côté de la culture romaine, on a déjà ce truc de dire, bah, en fait, ils sont entrés dans le système, on aurait peut-être pu aller plus loin là-dessus, t'as raison. ouais. Et je pense en fait ce qui m'embête aussi, c'est que du coup ça met ces anciens esclaves devenus légionnaires en opposition aux Gaulois qui eux ont tout compris et ont bien compris qu'il fallait taper sur les gens, tu vois. Enfin, et du coup il y a un peu un truc, ouais, mais en même temps c'est facile aussi parce que les Gaulois ils ont jamais été des esclaves en fait. Et du coup bah ça m'embête un peu, quoi. Mais bon, après c'est subjectif et c'est politique, mais Et d'ailleurs, quand Astérix tape sur Duplicata, on comprend bien que le sous-texte, c'est tu m'as eu une fois mais pas deux, et j'en ai marre, maintenant je vais te taper dessus parce que c'est plus simple, quoi. C'est un peu la limite du ouais, sous-texte. oui.
Voilà. Bon, il a bien voulu l'aider une fois quand il était esclave, mais pas quand il est légionnaire, alors qu'en fait, sa situation n'a pas changé. Il est toujours esclave Bah des oui, Romains. c'est ça. Sur ce point, quand même, j'aimerais rappeler une blague de la BD que j'ai bien aimée pour le coup. Et les contremaîtres dans la BD, ils ont une phrase qui m'a fait rire, c'est dès qu'on paye les esclaves, ils travaillent mieux. Et je trouve que c'est un peu dans cette logique-là aussi de dire bah, c'est des travailleurs, mais c'est toujours des esclaves, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, un esclave qui travaille et qui est payé, c'est un travailleur, mais c'est toujours un esclave. Tu l'appelles toujours un esclave. Ouais, c'est ça. Euh, Bon, moi, la scène ratée que je voulais reprendre, c'était celle de la meuf qui ouvre, enfin, de Dulcia, pardon, qui ouvre la porte avec l'épingle à cheveux. De la meuf, là. C'est la seule meuf qu'il y a dans le film, Bah, là. globalement, c'est ça, il y a Bonne Mine et les meufs. En fait, je voulais en parler parce que. Mais il y a même un personnage qui a été cut, hein. Ah ouais? Oui, il y a la meuf du coup de H. Canonix qui est dans la BD et qui est en Oui, mode vous avez rien compris, c'est trop bien d'être un Romain et tout. Bah, elle est pas dans le film. c'est vrai. Je sais plus son nom, mais ouais. Mais en fait, ouais, je pense que cette scène où on la voit vraiment ouvrir avec son épingle à cheveux, je pense que c'est vraiment une référence à un autre film. Alors, j'ai pas le film, mais je pense être une référence à un James Bond ou un truc comme ça, quoi. Parce que c'est vraiment un cliché du cinéma, et je pense que tout le film veut jouer un petit peu sur les clichés. Bon, Obélix, on comprend clairement que c'est un monstre à la King Kong. Panoramix, à un moment, il va reprendre une référence à Gandalf. On a les légionnaires qui sont clairement des sortes de grévistes, bon voilà. Et donc, je trouvais que cette idée de reprendre des clichés, c'était sympa. Sauf que le cliché de la meuf, en fait, c'est pas que c'est repris, c'est pas qu'on se moque du cliché, c'est qu'on a repris le cliché tel quel et on l'applique dans notre histoire comme si c'était pas un cliché, quoi. Et ça, c'est quand même un peu gênant. Et je trouve que c'est dommage Mm. parce que quand tout l'humour du film, c'est de jouer sur les clichés, bah il faut jouer sur tous les clichés. Et s'il y en a certains sur lesquels on joue pas, bah en fait, c'est que on n'a pas conscience que c'est des clichés. Voilà pour ma scène ratée. Est-ce que par contre tu as peut-être une scène réussie, un truc qui fonctionnait bien? Moi, je pense. Oh là, j'en ai deux. Enfin, j'ai deux trucs réussis. Ok. Je pense que ma scène réussie préférée, vraiment, c'est la scène où Assurance Tourix chante et fait fuir les Romains. Et, euh, et, et je trouve qu'elle reprend vraiment bien l'intention de la BD et en même temps, du coup, enfin, le jeu de son où d'un coup tout le son va être étouffé parce que tout le monde s'est bouché les oreilles et du coup on comprend, enfin il y a un truc apocalyptique dans cette scène et du coup je trouve que ça met vraiment bien en avant l'absurdité d'Assurance Tourix qui a quasiment un super pouvoir en fait, où il chante tellement mal que ça peut provoquer des catastrophes naturelles quoi. Et moi j'ai trouvé ça très très drôle où du coup tout le monde s'enfuit d'un coup et ils sont en mode qu'est-ce qui se passe, on va tous mourir. Enfin, voilà, vraiment j'ai trouvé ça très drôle. En tant que chanteuse, tu t'es un peu identifié au personnage aussi, non? Ouais, carrément, je pense que ça, je me suis reconnue dans des moments où tu sais, quand ta voix elle déraille un peu, tu sais que tu peux provoquer ce genre de situation en fait. Et on est Quand le qu'à public ça fuit, les de. concerts, tout ça. Mais on est à deux doigts, on est toujours à deux doigts de provoquer une assurance touriste, comme on appelle dans le milieu, dans le milieu de la scène. Ouais, sinon, mon petit plaisir aussi de ce film-là qui m'apporte, c'est Apple Juice et Obélix. Le duo Apple Juice et Obélix, vraiment, c'est. Dans mon cœur. Je le redis, c'est du baume pour mon petit cœur. Ouais. Carrément. J'en profite, je transitionne parce que moi, ma scène préférée, c'était le Obélix Bah oui. qui sort de terre tel King Kong. Ah, Euh, incroyable. En fait, j'adore le personnage d'Obélix dans ce truc. Je trouve qu'on sort complètement de la vision qu'on a habituelle d'Obélix comme étant un gros balourd un peu débile. Ouais. Là, on a vraiment un Obélix qui va s'occuper d'Apple Juice, presque le seul à le faire, qui est plutôt intelligent, qui va être vraiment dans un truc de protection, etc. Et je trouve qu'il est super bien. Et le Obélix en King Kong, il me plaît particulièrement parce qu'il est méga flippant. Mm. Et c'est vrai que c'est pas un truc qu'on retrouve beaucoup Obélix. Obélix, on a tendance un peu à le sous-estimer, je trouve. On a tendance à le considérer comme un peu un gros lourdeau, un peu incapable, parce que complètement stupide. Mais là, quand il est en King Kong et qu'il s'énerve, on a vraiment pas envie de se retrouver en face de lui, quoi. Et je trouve que c'est super de le faire comme ça parce que c'est vraiment une nouvelle vision du personnage. Et je trouve que réinventer un personnage qu'on connaît par cœur en BD et en film, bah, c'est vraiment très fort de la part de ce film. Je vois le genre. Est-ce que tu as une scène que tu aurais voulu voir qui a manqué dans l'adaptation? Bah, je crois pas, non. Enfin, je trouve que justement, il y a une scène qui n'est pas dans le film, qui est du coup tout le passage justement où le coq se met à chanter la nuit. Et ça, je me suis posé la question de à quel point c'était pertinent ou non de le mettre. Et en fait, ça n'a pas manqué, je trouvais. Et du coup, je trouve que le film a été assez juste dans son choix des scènes à intégrer ou non. Je dirais même peut-être qu'il y a des choses un peu en trop. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai
On reviendra dessus sur la conclusion, mais ouais, j'ai pas de manque sur ce film. Et toi, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu voir? Et ben moi, je vais. Alors, on l'a déjà dit, donc je vais être très court. Mais je trouve que le manque de diversité dans les personnages des esclaves, c'est vraiment un truc qui manque. Mm. Et moi, j'aurais adoré voir les différents esclaves et leurs différences de comportement, parce que là, on a vraiment que le Numide, et c'est vrai que c'est un peu dommage. Oui, alors qu'on l'a dans la BD, hein. Oui, c'est ça, dans la BD, on a des Portugais, des Espagnols, et alors déjà, bon, je suis pas historien, j'y connais rien, mais je pense que c'est aussi une réalité de l'époque de dire que tous les peuples barbares étaient potentiellement esclaves des Romains, Mm. et que les peuples barbares, bah, c'était des Francs, enfin, des Goths, des Visigoths. Il y a des Belges aussi, Ouais, c'est ça, bah, il y a même des Allemands, enfin voilà quoi. mais ce qui aurait permis du coup d'avoir aussi des esclaves blancs. Voilà, c'est ça ça aurait été intéressant. Là, on n'a qu'un personnage qui est évidemment un personne noire, qui est le seul personne noire du film. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a coupé ces personnages secondaires qui étaient rigolos dans la BD Mm. et qui permettaient de remettre en relief le caractère raciste de la Ouais, BD. oui, c'est clair. Et en plus, tu vois, sur cette problématique des esclaves qui deviennent légionnaires et tout, en fait, ce qui est dommage, effectivement, c'est que comme on n'en a qu'un seul, bah, du coup, il devient le seul représentant de tout le comportement des esclaves. Et du coup, Duplicata, bah, comme tu le vois devenir légionnaire, peut-être si t'avais vu d'autres esclaves qui n'étaient pas légionnaires, peut-être que du coup, ça aurait été un peu plus acceptable, en fait. On aurait pu avoir des esclaves gaulois, hein. Genre des peuples gaulois d'autres villages Mm. qui auraient été pris en esclavage et qui auraient rejoint le village gaulois. Ça aurait été sympa. Mm. Mais peut-être que du coup, le film aurait perdu en clarté, un peu. Sachant que déjà, comme on l'a dit plusieurs fois, il y a des petits moments qui sont déjà. Je pense que c'est un reproche qu'on peut faire au film, c'est qu'il y a des petits moments qui sont quand même pas hyper clairs, tu vois. De Astérix qui veut aller habiter au domaine des dieux, et finalement, en fait, c'est les autres qui y vont. Enfin, il y a plein de petits moments comme ça, Mm. un peu maladroit, en fait, j'ai trouvé. En fait, on sent quand même que le film a été construit comme une succession de blagues et que l'histoire est parfois passée un peu au second plan, quoi. Oui. Et les blagues sont très drôles. Moi, je trouve qu'elles font quand même souvent mouche. Mm. Enfin, en tout cas, moi, ça a souvent fonctionné. Mais bon, du coup, c'est vrai que des fois, on est un peu perdu et on a un peu l'impression de regarder une suite de sketchs plus qu'un film. Oui, mais je pense que ça, c'est aussi dû au public parce que du coup, les scénaristes sont Jean-Rémy François et Philippe Lazebnik, qui est un scénariste aussi américain et qui a beaucoup travaillé sur d'autres films d'animation pour enfants. D'accord. Et je pense que du coup, ça répond un peu à notre situation, enfin à notre cas. Où du coup, je pense que le manque un peu d'histoire qui se tient et tout ça, je pense, comme tu l'as dit, ce manque-là, il profite du coup au nombre de blagues et de gags qu'il y a et qui sont plutôt pour servir le public jeunesse auquel s'adresse en fait, je pense, le film, plus qu'un public adulte. Ok. Alors, j'avoue que moi, peut-être que je suis un grand enfant, mais j'ai pas ressenti que le film ne s'adresse pas à moi. Mais ok. Non, je sais pas. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Je l'ai ressenti comme, ok, c'est un peu un film pour les enfants, quoi. Et même si j'ai beaucoup apprécié, j'ai passé un très bon moment. Mais et pour corriger, je crois que c'est Alexandre Astier qui s'est occupé du scénario et Philippe Lazebnik et Jean-Rémy François ont seulement participé et fait de la consultation. Ça serait bien son genre, en tout cas. Ouais. Oui, ce serait. Je pense que c'est plutôt le premier cas que. Ouais, on connaît le personnage. Voilà. Très bien. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur ce film ou sur ce livre, d'ailleurs, cette BD? Oui, je pense que on a parlé du fait que c'était dommage qu'à la fin, Petit Minus et Dulcia rejoignent Rome. Ouais. Et je pense qu'en fait, ça vient toucher à un gros problème de ce que peut être une adaptation de Astérix et Obélix. C'est que Astérix et Obélix, c'est des suites de BD où systématiquement, en fait, on a une situation A. On va avoir un ensemble de conflits et d'événements qui vont nous permettre de revenir à la situation A. Parce que il faut que pour la BD suivante, bah, comme on est sur on est sur des BD qui sont indépendantes, on peut pas avoir une évolution et un changement de situation, quoi. On n'a jamais d'évolution des personnages très concrète. Enfin, je crois qu'on en a même jamais du tout. Et du coup, bah, je trouve ça un peu dommage que le film garde ça, parce que le film, pour moi, il se veut pas avoir forcément des suites, et du coup, je pense qu'il aurait pu profiter. Enfin, tu vois, il y a d'autres Astérix et Obélix, mais ils sont pas la suite directe d'un autre film. Ouais, carrément. Et du coup, même si je trouve que le film fait un peu mieux que la BD en poussant un peu les thématiques de gentrification, d'écologie, de réappropriation des territoires de campagne par les citadins, et que c'est très intéressant,
bah, je trouve que ça apporte rien au personnage. Et du coup, bah, ça crée des personnages assez creux. Enfin, Astérix et Obélix, enfin, à part Obélix qui du coup, lui, a une petite histoire avec Applejuice, bah, Astérix, il est assez creux, quoi. Enfin, il a pas de... Tu vois, s'il y avait eu un vrai truc avant de «Ah, vraiment, je déteste les Romains», et en fait, à la fin, tu comprends qu'il est prêt à les accepter, machin, machin, bah pourquoi pas, ça aurait... Du coup, tu te dis «Ah, ok, tout le film a servi à quelque chose». Alors que sur la BD, ça me dérange moins parce que bah, c'est ce que veut ce type de BD-là. Mais du coup, à l'échelle d'un film, ça me pose un peu problème. Et puis, il faut dire que c'est pas le même investissement, parce que quand tu lis une BD, vraiment, une BD d'Astérix, ça se lit en 20 minutes, quoi. Et donc, je pense qu'il y a aussi une logique où t'en lis 3-4 d'affilée en même temps pendant une après-midi. Mais personne ne se fait des marathons de tous les films Astérix et Obélix. Tous les fans de marathon d'Astérix, on va se faire la communauté des fans de marathon Ouais, d'Astérix là, qui vont tralala. nous tomber dessus. Bon, c'est pas grave, on les défonce, ils sont 3, je crois, donc ça devrait aller. Ça devrait faire. Non, mais en tout cas, on n'a pas ce... Voilà, quand tu fais un film, quand tu passes... Alors là, c'est 85 minutes, donc c'est presque 1 heure et demie à suivre tes personnages, t'as envie qu'ils aient progressé, quoi. C'est pas une BD que t'as lu en 20 minutes et tu vas choper le prochain tome juste après. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Non, j'ai rien à ajouter. Et par contre, simplement, on peut se demander, Malo, à ton avis, est-ce que tu as préféré... Est-ce que c'était mieux dans le livre ou pas? Non, je ne pense pas. Eh ben moi non plus. Voilà. Voilà. On est d'accord. Oui, Tout va bien. on est d'accord. Wouhou! On peut continuer l'aventure. Super. Ouais, non, mais c'était très différent quand même. Les deux œuvres, ouais, c'est vrai. Ben, on sent quand même qu'ils ont dû rajouter beaucoup de choses par rapport à ce qu'il y avait dans l'œuvre originale, quoi. Oui, mais bon, et je pense que ça aurait pu être un peu plus abouti. C'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était mieux dans le livre, un podcast de cinéma. Et on vous retrouve le mois prochain pour Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann et de Shakespeare. Salut!